Bonjour à tous. Le titre de la session d'aujourd'hui, c'est Répondre à l'urgence écologique. C'est la session la plus compliquée parce que vous avez eu jusqu'à présent des sessions qui vous expliquaient à quel point l'urgence écologique était grave. Et nous, on est censé vous dire comment y répondre. Je vous préviens que nous n'aurons pas l'ensemble des réponses, mais on va essayer d'apporter quelques éléments. Donc, imaginez l'économie du Far West. Imaginez les films de cow-boys. On a tous regardé ça quand on était jeunes. Ce qui était bien à l'époque, c'était de prendre son chariot, d'aller vers l'ouest, de couper les forêts, de civiliser les Indiens, de tuer les bisons, de faire de l'agriculture, de mettre des vaches, et ça c'était bien. C'est fini maintenant. Si les Brésiliens voulaient faire ça, on leur dirait que c'est plus du tout ce qu'il faut faire. Imaginez aussi les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est ça qui a permis la révolution industrielle, avec le progrès technologique bien sûr. C'est ça qui a permis également cette immense croissance, cet accident historique, on pourrait dire, qu'a été la croissance moderne. Et maintenant, les énergies fossiles, on a compris qu'il fallait s'en débarrasser parce que les énergies fossiles provoquent le changement climatique. Vous voyez à quel point le changement doit être profond, le changement est total. Il faut qu'on change de mode de pensée, ce n'est pas juste des petits changements économiques, c'est vraiment un changement extrêmement profond. Et c'est très très compliqué, ça s'avère extraordinairement compliqué. Moi, ce que me disent mes étudiants, c'est que quand ma génération a commencé à parler du changement climatique et à essayer de faire des conférences, des COP, eux n'étaient même pas nés. Et donc, ils ont vraiment l'impression qu'on a été lents, que les progrès sont lents, et que maintenant c'est à eux de faire le boulot. Et voilà, c'est un petit peu difficile qu'on leur ait laissé ça. Donc, je pense que ça va s'avérer extraordinairement difficile, c'est pourtant totalement indispensable. Alors, ce qui est aussi clair, c'est qu'on a assez peu parlé de biodiversité dans ces rencontres, on a beaucoup parlé de climat. La biodiversité, c'est le deuxième énorme chantier qu'il y a devant nous, la protection de la biodiversité, et c'est plus compliqué, à mon avis, c'est plus compliqué que le climat. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué que le climat? Parce que le climat, on a compris que si on supprimait les énergies fossiles, on allait quand même y arriver. En revanche, la biodiversité, protéger la biodiversité, ça a vraiment trait à l'ensemble des activités humaines. Les constats, on sait en fait qu'est-ce qui est la cause de l'érosion de la biodiversité. C'est les changements d'occupation des sols, on coupe les forêts, on fait des villes, on fait de l'agriculture. C'est également, bien sûr, les pollutions. C'est aussi le changement climatique, et c'est beaucoup plus... Il n'y a pas une grosse action très claire comme supprimer les énergies fossiles qu'on pourrait faire et qui permettrait d'avancer très fort dans la protection de la biodiversité. Donc je pense que c'est encore plus compliqué et que ce chantier, donc il faut vraiment pas le sous-estimer. Alors, les solutions. Donc les solutions, évidemment, sortir du fossile, on l'a dit, donc nos intervenants vont en parler. Évidemment, les énergies renouvelables sont la solution. Les énergies renouvelables ne posent plus réellement de problème de coût. C'est plus vraiment ça le problème. Le problème, c'est l'intermittence. L'intermittence va nécessiter qu'on fasse encore des grands progrès techniques, en fait, pour stocker. Donc là, on a un chantier vraiment technologique devant nous. Il y a l'option du nucléaire. On peut beaucoup en débattre. Alors moi, je suis un peu perplexe vis-à-vis du nucléaire, parce que je pense que ça ne peut pas être la solution générale pour le monde entier, pour le long terme. Pourquoi? Parce que le nucléaire nécessite des structures, disons, de gouvernance extrêmement solides. Il faut qu'il y ait des structures de surveillance, il faut qu'il y ait vraiment des institutions extrêmement solides. Et pour être très peu politiquement correct, je pense qu'on n'a pas envie que tous les pays l'aient. Donc, il y a beaucoup de discussions, évidemment, autour de ça. Et je pense qu'on en parlera. Deuxième solution, le prix. Je crois que si on ne met pas de prix au carbone, je crois que si on ne met pas de prix, si on ne sait pas dire quelle est la valeur qu'on accorde comme une société socialement à la biodiversité, je pense qu'on n'arrivera pas en fait à solutionner les questions. Or, vous savez comme moi que mettre un prix au carbone, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Qu'augmenter le prix du carbone, c'est très difficile. On a eu en France cet énorme traumatisme des Gilets jaunes qui a bloqué le prix du carbone. Et donc peut-être la solution, c'est l'Europe, le Fit for 55.
Mais donc là, je pense qu'il y a vraiment un sujet extrêmement important. Comment être capable de remettre en route, disons, la tarification du carbone, mais pas que du carbone, des nuisances environnementales en général. Alors, le dernier point, c'est qu'on a devant, enfin l'avant-dernier point, c'est qu'on a devant nous des besoins d'investissement colossaux. Donc comment nous allons financer ces investissements? Il faut non seulement les financer, mais il faut aussi les planifier, il faut les faire dans le bon ordre. On a assez peu parlé de ça, mais c'est vrai que dire aux gens, vous allez abandonner votre voiture thermique et vous allez prendre une voiture électrique, si on n'a pas le réseau de bornes de recharge, ça ne sert à rien en fait. Donc il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre, de façon organisée et planifiée. Et là, on a besoin d'un gros effort de planification et de gros efforts d'investissement, et donc de financement. Et enfin, le grand mot actuellement, vous avez sans doute remarqué comme moi, le grand slogan actuellement, c'est la sobriété. Il faut être sobre. Alors ça aussi, c'est une solution dont il faut qu'on discute. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? Qui doit être sobre? Être sobre, ça veut dire réduire sa consommation de façon volontaire. À mon avis, on dit qu'il faut être sobre, qu'il faut réduire sa consommation de façon volontaire parce qu'on n'arrive pas à la faire réduire en mettant une tarification. Mais bon, je pense que cette sobriété, c'est une question très fondamentale. Il faut qu'on l'étudie très sérieusement. Il faut en particulier qu'on soit capable de dire qui doit être sobre. C'est très très difficile de dire aux pays africains qui doivent être sobres, ou de dire aux gens qui n'ont pas les moyens de payer leur facture d'électricité qu'ils doivent être sobres. Donc là, il y a une question de société très importante, et il est très difficile d'être sobre dans une société qui valorise autant l'abondance et la consommation. D'accord? Donc je pense que tous ces points toutes ces pistes, les solutions, on peut les avoir, mais il faut vraiment un débat social très très profond et très en profondeur pour les faire advenir, ces solutions. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser à nos intervenants le peu de temps qu'ils ont à s'exprimer. Donc nous allons commencer par Terhi Lehtonen, qui est secrétaire d'État au ministère de l'Environnement en Finlande, qui va nous parler de ce que fait la Finlande, qui est très en avance sur ces questions de solutions. Et donc, Madame Lehtonen, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine, et merci de m'avoir invitée ici à Aix-en-Provence. J'ai étudié ici il y a 25 ans. C'est un vrai plaisir pour moi de revenir à Aix. Mesdames et messieurs, juste 3 domaines pour lutter contre l'urgence climatique. Il faut se transférer vers une économie positive nature. Il faut accélérer la route pour la neutralité climatique et il faut faire cela d'ici 2030. Vous savez tous que nous devons faire face à 3 crises écologiques, le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. On perd la nature, on le voit tous les jours devant nos yeux. En plus de la valeur intrinsèque de préserver la planète et la nature, la perte de biodiversité menace notre bien-être, notre alimentation, notre accès à l'eau propre et notre santé. La biodiversité décline plus rapidement que tout moment dans l'histoire. Dans plusieurs habitats, la perte des espèces est un niveau qui va causer l'effondrement des écosystèmes. Nous sommes au milieu de la 6e extinction de masse. Nos systèmes étatiques sont mal équipés pour traiter ces problèmes et ça a été discuté hier dans le panel avec M. Lorenzi sur le bien commun. Nous gouvernons les communs de manière qui n'est pas cohérente avec la science. Nous devons prendre en compte les risques extrêmes pour l'économie et la perte de biodiversité qui peut entraîner le chaos. Regardez les pollinateurs. La valeur annuelle est mesurée en dizaines de millions d'euros en Finlande. Et si on regarde à travers le monde, le chiffre est astronomique, mais on continue à empoisonner les pollinisateurs avec les substances que nous savons sont nuisibles pour eux. Comment alors est-ce qu'on peut transformer cette société pour être positif vis-à-vis de la nature? Il faut lier la crise avec la surconsommation des ressources naturelles. On doit
internaliser ça dans notre prise de décision. La nature a une valeur et les services doivent avoir un prix dans notre système de gouvernance. Il faut transférer l'attention pour voir les ressources naturelles, la nature et les services écosystémiques comme actifs. Il faut les comptabiliser comme actifs avec les autres variables clés qui contraignent notre environnement, nos décisions économiques comme le PIB, l'emploi et d'autres facteurs. Nous devons analyser comment nous pouvons intégrer cela dans notre système en Finlande. Travailler avec le secteur privé, ce sera clé. Il faut des outils pour quantifier l'impact sur la nature et les services écosystémiques. Nous mettons en place un système de compensation volontaire dans notre loi sur la nature. Nous allons quantifier cela de manière réglementée. C'est volontaire, mais c'est un premier pas. Ce travail en profondeur prendra du temps, mais entre-temps, il faut mesurer l'activité économique pour minimiser notre impact sur la nature et commencer à restaurer la nature. Par exemple, nous avons des sociétés forestières qui se sont engagées pour être positives envers la nature d'ici 2030. Et maintenant, ce sera la règle pour toute l'activité économique. La Commission européenne a proposé des mesures sur la restauration de la nature. Ce sont des mesures pour nous encourager à passer dans cette direction. Il y a des objectifs pour les États membres pour améliorer l'état de la nature et avec les technologies pour gérer la nature. Nous devons donner plus d'espace à la nature. Le cadre sur la biodiversité pour 2030 qui doit être décidé à la conférence en décembre, ce sera important de ce point de vue. 90 pays, la France et la Finlande inclus, ont une coalition de forte ambition pour inclure des objectifs. Au moins 30% des zones terrestres et en mer doivent être protégées d'ici 2030. 30 en 2030, ça va être essentiel pour donner la place à la nature. Ça peut paraître difficile pour les politiques lorsqu'il faut trouver l'espace, mais cela dit que 70% de la surface de la planète sera dédiée à l'exploitation humaine. Et cela démontre le besoin de transférer l'activité humaine pour soutenir la biodiversité. Je voulais juste inclure un dernier mot sur le climat. Nous ne sommes pas en ligne pour être à 1,5 degré. Nous sommes en retard dans la mise en œuvre de nos promesses et nous sommes vraiment en retard. Nous avons besoin de prendre des actions robustes à tout niveau. En Finlande, nous avons mis l'objectif d'être climat neutre en 2035. Ça fait partie de la loi. Nos scientifiques nous l'ont recommandé et c'est cohérent avec l'objectif de 1,5 degré en Finlande. C'est maintenant la loi. Nous avons des objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui sont cohérents avec cela pour 2030, 2040 et 2050. Cela nécessitera beaucoup de réduction de gaz à effet de serre. Nous allons éliminer l'utilisation du charbon et ça suivra ensuite pour le pétrole et l'utilisation des énergies fossiles pour le transport. L'industrie et la société en Finlande nous soutiennent. Les secteurs économiques planifient également leur transition à la neutralité climatique. Et maintenant, je vais m'arrêter là à cause des limitations de temps que nous avons. Merci. Thank you very much. Now our guest online, Simone Moll. Notre intervenant en ligne qui est Monsieur Maury, qui est le directeur pour l'Europe du groupe Enel, qui est un groupe énergétique, d'énergie renouvelable. Monsieur Maury. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette journée. Je regrette de n'être pas avec vous dans la magnifique ville d'Aix-en-Provence. Let me switch to English because Je vais passer à l'anglais, c'est plus facile pour moi de me concentrer sur des sujets importants dans cette langue. Les sujets que vous discutez aujourd'hui sont importants, surtout
dans le cadre de la crise géopolitique, la décarbonation du secteur énergétique est vitale et nous savons que la technologie la plus efficace et la moins coûteuse aujourd'hui à travers le monde est l'investissement en énergie. Le groupe Enel investit dans 35 pays et nous avons beaucoup d'expérience. Comment nettoyer le secteur énergétique est la manière la plus efficace de gérer les besoins d'énergie dans les pays émergents qui sont en croissance rapide, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne. Pour cette raison, nous soutenons les projets Fit for 55 où l'Europe a un rôle de leadership. Nous devons être ambitieux. Nous avons la technologie, le financement, en dépit que les conditions sur le marché sont en train de s'empirer, mais nous avons les fonds, des fonds durables. Il y a beaucoup de financements disponibles, mais nous avons besoin de règles et de conditions pour effectuer les investissements de manière facile. C'était très clair avant la crise. Suite à la crise, suite à l'invasion de l'Ukraine, suite à la réduction des flux de gaz vers l'Europe, c'est un problème modeste en France, mais plus important dans les autres pays, comme l'Allemagne. Il est clair que les énergies renouvelables jouent un rôle clé pour réduire le coût de l'énergie, pour nettoyer l'atmosphère et réduire les émissions, mais c'est également la manière la plus importante pour réduire notre dépendance sur les commodités importées. Pour cette raison, nous regardons ce que fait Bruxelles. Il y a des bons pas en avant, même si dans le court terme, on fait le maximum pour gérer la transition. Si on a une réduction des flux de gaz de la Russie vers l'Allemagne et l'Italie qui dépendent fortement sur cette gaz. Il y a des technologies disponibles que nous pouvons utiliser. Les usines à charbon, on allait les arrêter en Italie et rapidement, on verra cela. Mais on n'a pas le temps de dévier du chemin majeur, chemin principal. Au contraire, il faut accélérer, il faut vraiment augmenter nos ambitions. Il faut voir ce que l'on veut faire et le faire plus vite, plus rapidement. Et c'est là qu'on se trouve actuellement en Europe. Actuellement, il s'agit de gagner en vitesse et au niveau de la mise en œuvre et de l'exécution des projets. Dans plusieurs pays d'Europe, le goulot d'étranglement, ce n'est pas les technologies, ça ne vient pas de la finance, ça vient beaucoup plus de la bureaucratie, des problèmes administratifs, les processus d'obtention des permis. En France, par exemple, on est présent en France et la France, c'est un bon exemple des difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre nos plans. L'Italie, c'est un autre exemple de difficulté. Et il faut 5 ou 6 ans avant d'avoir l'autorisation d'installer des centrales photovoltaïques dans le pays. Et ça devient de plus en plus difficile dans les pays qui, traditionnellement, accueillaient ces genres d'investissements, comme l'Allemagne, par exemple. Et nous croyons encore que d'essayer de mettre notre point de vue sur la table à Bruxelles, par exemple, il y a des bonnes idées. Demander aux pays d'identifier
les zones, les domaines les plus prometteurs où on devrait concentrer les investissements environnementaux et écologiques et d'améliorer les procédures d'obtention des permis. Par exemple, de changer l'approche pour le photovoltaïque, par exemple, pour les toits solaires, pour les installations photovoltaïques, faciliter les choses et créer des conditions imposant le fait que tous les immeubles d'ici quelques années auront l'obligation d'installer des toits solaires, par exemple, à moins qu'ils soient dans les centres historiques. Donc, on voit bien la logique. Vous n'avez pas besoin de demander la permission pour installer vos panneaux sur les toits. Il faut au contraire que vous justifiez le fait de ne pas mettre les panneaux. Donc, pour conclure, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais dire que nous sommes à la veille d'une révolution, que la crise géopolitique qui vient de l'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait être considérée comme vraiment un élément qui nous permet d'accélérer la décarbonisation et d'augmenter les investissements dans les renouvelables plus que ce qu'on le faisait avant. Donc c'est une occasion, on a parlé de la mobilité électrique par exemple. Donc la révolution sera basée sur l'utilisation d'électricité propre dans d'autres secteurs, dans le secteur de la mobilité ou la climatisation, par exemple, qui est également, c'est assez développé en France. Il y a d'autres pays où il faut passer des chaudières à gaz à d'autres solutions. Seront les conséquences naturelles du fait que nous avons la disponibilité, nous avons une production massive de renouvelables. Et donc, il faut de la flexibilité, le stockage sur les batteries, par exemple, les smart grids, par exemple. Donc, il faut être indépendant sur le plan de l'énergie, sur un plan géostratégique. Merci beaucoup. Donc, la parole maintenant est à Monsieur Barbaro, qui est le président directeur général du groupe Neoen, l'entreprise Neoen. Merci, Kathleen. Je vais dire des choses qui sont partiellement redondantes avec ce que Simonet vient de nous dire, mais je voudrais aussi articuler un peu le sujet entre changement climatique et évidemment, au-delà de ça, urgence écologique, puisque c'est le thème de cette table ronde qui est un sujet important pour nous. Je trouve personnellement qu'on parle souvent un peu trop de climat et pas assez de biodiversité, mais je vais quand même, pour ma part, vous reparler de climat et vous montrer que ça s'articule aussi avec des sujets plus larges. Un de mes points aussi, c'est de vous dire que le secteur privé a un rôle important. Et c'est pas toujours simple dans la lutte contre le changement climatique, parce que j'essaie de trouver un peu des mots-clés qui vont avec urgence. Il y a encore de la méfiance. Quand on parle de secteur privé, on a l'impression que je ne sais pas comment dire, qu'il y a trop d'intérêts privés, trop d'intérêts financiers en jeu, alors que ça devrait être par essence, puisque c'est l'avenir de l'humanité, une chose publique. Donc ça, c'est une première chose qu'on entend, et je pense que c'est une des choses qu'il faut arriver à abolir, parce que les acteurs privés comme nous jouent un rôle important, et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Il y a aussi évidemment une forme d'accoutumance contre laquelle il faut lutter, au-delà de la méfiance. Il y a urgence, mais il y a accoutumance, on a des solutions qui marchent encore 1 an, encore 2 ans, encore 10 ans, mais qui ne marcheront plus dans 20 ans. Et pourtant, on se dit que ce n'est pas urgent et qu'il vaut mieux reculer pour mieux sauter. On a aussi des obstacles. Parfois, on lutte contre une forme de rémanence. On nous dit « Ah oui, mais le renouvelable, c'est cher ». La réalité, c'est que le renouvelable, et Simonet l'a rappelé, c'est extrêmement compétitif, mais dans l'esprit d'un certain nombre de décideurs publics, c'est cher et donc il ne faut pas se presser. Or, on dépend des pouvoirs publics. Et donc, tant qu'on n'a pas réussi à abolir cette rémanence d'un certain nombre d'idées, on va buter sur ça. Il y a aussi, d'ailleurs, plus largement, des problèmes de gouvernance. Il y a urgence, mais il y a des problèmes de gouvernance. Je vous donne quelques exemples. Le choc de simplification là, qui avait été mis en place en France il y a maintenant une dizaine d'années, on a eu le choc, mais on n'a pas vraiment eu la simplification. Aujourd'hui, il faut des années, parfois 10 ans pour avoir des permis. Les comités s'empilent, y compris et parfois au titre de la biodiversité. Ce qui est important, mais ce qui est parfois aussi paradoxal, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas les ennemis de la biodiversité.
Il y a aussi, ça concerne un peu chacun de nous, il y a urgence, mais il y a un sujet de distance. On est tous pour le renouvelable, mais comme vous le savez, pas au fond de son jardin. On a envie que les éoliennes soient avant tout ailleurs. Malgré tout, une fois qu'on s'est dit ça, moi je fais partie des optimistes, d'abord parce qu'il y a urgence, mais il y a aussi évidence, en particulier pour les jeunes générations ou pour un certain nombre de pays qui sont peut-être parfois plus ouverts que la France. Moi j'ai eu le plaisir d'inaugurer un parc éolien fait par Neoen en Finlande il y a quelques mois. Le maire du village appelait nos éoliennes ces merveilleux géants blancs. Je me dis, oh là, si on pouvait entendre ça plus souvent, parce qu'en France on a plutôt tendance à se faire insulter, mais voilà, il y a des gens qui aiment ça, j'en fais partie heureusement. Puis il y a aussi performance et efficience. D'abord performance industrielle, on produit de l'électricité efficace. On nous dit souvent, ah oui, mais il y a urgence, mais malheureusement chez vous, il y a intermittence. En réalité, on sait produire de l'électricité, y compris renouvelable, de manière continue, en conjuguant du solaire et de l'éolien, ce qu'on fait assez bien chez Neoen, en rajoutant évidemment des batteries aussi. Et puis il y a efficience économique. Aujourd'hui, le renouvelable, même en France, c'est entre 5 et 6 fois moins cher que le nucléaire. Alors le nucléaire, peut-être en ce moment, à cause des problèmes de disponibilité, est particulièrement cher et peut-être que ça redeviendra un peu plus efficient, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Puis il y a urgence, mais heureusement, il y a aussi, de notre côté, il y a puissance. On est capable de faire des choses qui sont performantes, qui sont compétitives, mais qui sont aussi massives. Une centrale faite par Neoen près de Bordeaux, par exemple, la Cestas produit de quoi alimenter 300 000 personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'anecdotique, on est vraiment dans quelque chose qui peut prendre toute sa place. Puis il y a aussi excellence. Ça c'est rassurant, j'espère aussi pour les pouvoirs publics, de savoir qu'il existe une filière française et une filière européenne d'excellence dans le renouvelable, dans les batteries avec Saft, dans le solaire avec Bouygues, avec Eiffage, avec Nexans, dans l'éolien plus largement avec Siemens, avec Vestas, avec General Electric qui aussi utilise beaucoup de contenu européen. Et puis, il y a aussi abondance. On a l'impression qu'en fait, on ne va pas y arriver par manque de terrain, par manque de capitaux. Il y a de la place. L'idée, c'est évidemment pas d'aller vitrifier nos campagnes et remplir nos collines d'éoliennes, mais il y a de la place en France, il y a de la place en Europe. Il y a des interconnexions qui marchent bien. Moi, chez Neoen, j'alimente des clients hollandais depuis des parcs éoliens en Finlande. Donc, on peut aussi choisir des endroits qui sont distants et ça marche quand même. Et puis, il y a, et c'est là où j'en viens à la biodiversité, il y a des possibilités de coexistence. Et donc, l'urgence climatique ne vient pas normalement tamponner l'urgence écologique au sens plus large. On n'arrive pas avec nos gros sabots pour à nouveau anthropiser, pour détruire la biodiversité. Au contraire, d'abord, là où il y a des centrales solaires, on voit qu'il y a de la biodiversité qui est souvent plus présente après qu'avant, parce qu'on a sanctuarisé pendant 30 ans un espace avec des panneaux solaires. Et il y a beaucoup d'espèces qui s'en réjouissent, on va dire. Il y a aussi, évidemment, sous une forme plus financière, Thierry en parlait, il y a des compensations volontaires qu'on peut faire. Donc nous, par nos investissements, on catalyse aussi une protection de la biodiversité en investissant à ce titre-là dans tous nos pays. Et je pense qu'on fait un bon travail. Il y a aussi, de manière plus simple, on va dire par design, des formes de coexistence. On peut faire de l'agri-solaire. Donc on peut avoir des animaux dans des centrales solaires, des moutons, des vaches. On peut aussi avoir évidemment des cultures, soit entre des panneaux, soit sous les panneaux. On peut aussi avoir de l'éolien en forêt, donc ça se mélange assez bien. Et donc là, je pense que non seulement on participe à la biodiversité, mais d'une certaine manière, on l'épouse. Et puis, je voudrais finir là-dessus, Simonet en a parlé, les notions d'indépendance. Donc il y a urgence et heureusement, la lutte contre le changement climatique participe aussi à la création d'une souveraineté énergétique. C'est, pour reprendre un vocabulaire d'économiste, c'est une externalité positive en ce moment. Donc non seulement c'est vert, non seulement c'est pas cher, mais c'est souverain. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je pense qu'on l'a tous en tête. Donc je vous livre à la fin un message, j'espère, de cohérence et un message d'espérance pour finir mon allitération. Et puis pour finir par un dernier mot, on parlait de frugalité tout à l'heure, peut-être un message de tempérance. Moi j'étais ravi d'entendre Patrick Pouyanné hier nous disait qu'il fallait chauffer nos appartements à 19 degrés et laver notre linge à 30 degrés et essorer, je crois, à 800 tours par minute. Donc je trouve ça sympa que, évidemment, chacun à notre niveau, l'urgence climatique et plus largement écologique, on se l'approprie et qu'on ne se remette pas strictement, qu'on ne remette pas ça aux autres. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut aussi arrêter le sèche-linge. Mais bon, donc maintenant, on va parler davantage de biodiversité
avec Daru Setiorini, qui est la fondatrice d'une ONG, Ecoton, qui s'intéresse principalement à la pollution de l'eau par les plastiques. Je vous passe la parole, Daru. Okay. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici pour justement répondre aux problèmes d'urgence écologique. Je travaille dans l'ONG Ecoton, basée à Surabaya, en Indonésie, à Java, et on travaille sur la conservation, sur la gestion des ressources en eau et sur la conservation de la biodiversité depuis 20 ans. Et maintenant, nous sommes également concentrés sur les questions de la production de plastique, la pollution plastique, parce que c'est devenu une menace pour nos rivières et la biodiversité marine. Donc, je voulais vous parler de la crise de la pollution plastique, qui est une des principales menaces pour notre biodiversité. Et ça empoisonne notre planète avec beaucoup de produits chimiques toxiques. Nous avons vu les images des tortues qui s'étranglent avec les plastiques, qui meurent avec l'estomac rempli de matière plastique. Et ça se passe également dans ma région. J'habite à Surabaya. Il y a une côte, la côte de Ronarijo, je crois, où on voit la mangrove. Les arbres des mangroves meurent parce qu'ils sont étouffés par les plastiques. Du côté marin, les plastiques viennent de la mer et se concentrent à une hauteur de 1 mètre d'épaisseur. Donc, c'est vraiment un énorme problème pour la biodiversité. Nous faisons des analyses pour les microplastiques et il s'avère que 80% des poissons dans nos rivières contiennent des matières plastiques dans leur estomac, et c'est également dans notre corps. Les microplastiques, on les a trouvés dans les selles des humains. On a lu des articles, et même les enfants dans le ventre de leur mère sont déjà contaminés avec des microplastiques, parce que le placenta, le sang est contaminé, des mamans est contaminé. Et donc, ces microplastiques sont une menace également pour la biodiversité, parce qu'environ 60% des poissons se sont avérés se féminisent, si vous voulez, deviennent stériles. Alors, ça joue sur... et ils sont en voie d'extinction parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire, finalement. Donc, pendant mon séjour ici, j'ai été ravi de voir que les sacs de plastique ont déjà été bannis, interdits, et on nous sert nos repas avec des ustensiles en bois et des matières réutilisables. C'est un bon exemple des actions à prendre. Et ça montre qu'il y a des politiques globales qui visent à réduire l'utilisation des plastiques, mais il faut également des politiques mondiales plus fortes pour justement réduire l'utilisation des plastiques dans notre vie de tous les jours. Et dans le cadre de la fabrication du plastique, bien, il y a les produits chimiques peuvent empoisonner le cycle de vie des plastiques. Donc, si les plastiques sont recyclés, eh bien, la pollution risque de se répandre dans l'environnement. Et même en Indonésie, nous souffrons d'une crise de pollution en raison de la mauvaise gestion des déchets qui conduit à des fuites, à des épanchements, des écoulements dans le milieu marin. Les produits de consommation nous inondent avec leur emballage à usage unique, et les éléments jetables, finalement, comme les couches pour les enfants, deviennent un problème énorme pour les rivières. Et les microplastiques ont déjà tué des poissons. Parce qu'on a fait beaucoup de recherches sur les produits de la mer, et donc les pays riches également exportent leurs déchets dans les pays en développement. Après que la Chine ait banni, interdit les plastiques, et que les pays en développement africain, par exemple, deviennent des destinations pour la gestion des déchets, ou enfin l'accueil des déchets. Donc, les fruits de mer, je voulais dire tout à l'heure, ça va générer plus de rejets illégaux
ça va créer un stress qui, bon, il va y avoir de la dioxine. Les œufs des poissons, des poules, par exemple, chez nous, ne sont plus consommables dans mon pays en raison de cette pollution. Donc, il faut assumer nos responsabilités. Chaque pays doit vraiment prendre des dispositions qui s'imposent. Si le plastique est recyclable, ça devrait être recyclé dans le pays d'utilisation. Et donc, il nous faut l'interdiction mondiale du transport des déchets vers les pays en développement. Il faut arrêter de subventionner les énergies fossiles pour réduire le volume des plastiques qui est produit et tout en cherchant des alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives disponibles et il faut que l'on accroisse ce phénomène pour permettre de développer, surtout dans les zones rurales, par exemple, dans les îles, dans les zones côtières, par exemple, où il n'y a pas de service de gestion des déchets. Et donc, les négociations, l'engagement à éliminer la pollution plastique doit assurer un soutien pour les projets ambitieux, les traités ambitieux et qui sont contraignants et qui permettent d'améliorer la gestion du cycle. Et il faut réduire la production de plastique pour sauver notre biodiversité des polluants toxiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole à Jasmine, qui est la directrice générale pour la France de McKinsey. Merci. Alors, vous m'auriez demandé l'année dernière si on pouvait décarboner l'Europe à horizon 2050. Je vous aurais dit que c'était un chemin de crête. On a fait 1 an d'études où on a analysé 75 sous-secteurs, une dizaine de régions et de pays en Europe. Et on a regardé 600 leviers et on a donc calculé exactement comment on pouvait décarboner à 100% l'Europe à horizon 2050, ce qui est l'objectif fixé par le Pacte vert européen. Donc c'est moins 55% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 et 100% à 2050. Alors on a une complexité qui vient de la guerre en Ukraine, qui va faire que ce chemin de croix, ou plutôt ce chemin de crête, va être effectivement peut-être un chemin de croix, en tout cas un chemin beaucoup plus abrupt et étroit. On a, je pense, bien quantifié ce qu'il fallait faire pour décarboner à 100%. Il y a 4 leviers principaux. Il faut doubler la capacité du secteur de l'électricité qui permet ensuite de décarboner le transport, l'industrie, le bâtiment, qui sont les 3 secteurs les plus émetteurs. Donc doubler la capacité électrique, il y a une partie qui va venir effectivement il faut à peu près tripler les capacités solaires, il faut multiplier par 2,4 les capacités par l'éolien. Ça, c'est la partie énergie renouvelable, mais il y a quand même le gros qui ne viendra pas uniquement des renouvelables et qu'il faut réussir à produire. Si ça n'est pas produit, on n'arrive pas à décarboner. La deuxième chose, bien évidemment, c'est qu'il y a des technologies qui doivent s'accélérer en matière d'innovation et en termes d'adoption. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de 50% de ces technologies qui sont matures ou dans des phases de développement avancées. Donc on a 50%, on va dire, de la solution là aujourd'hui. Par contre, on a ensuite à peu près 15-20% qui sont en développement, donc on voit à peu près où ça va arriver. Et le reste, c'est à inventer, à développer pour pouvoir combler cet écart. La troisième chose, c'est qu'on va mettre beaucoup d'argent sur la table. On parle de 28 000 milliards de dollars sur les 3 prochaines décennies, donc c'est à peu près 1000 milliards par an. Et donc la question, c'est, donc ça c'est bien quantifié. Le problème, c'est que dans la moitié des cas, cet investissement dans la transition environnementale n'a pas de retour sur investissement en termes économiques. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 50% où on peut le faire tout de suite. Il y a un business case, comme on dirait, positif. Donc en fait, on fait des économies qui compensent le coût et qui couvrent l'investissement. Donc dans 50% des cas, on est bon. Et dans l'autre 50%, il n'y a pas de cas économique. Donc là, il y a 2 options. Ou bien il y a un financement public, ou bien on met un prix au carbone. Et ce prix au carbone,
On l'avait calculé, tout ça est à réactualiser, autour de 50 € la tonne, donc c'est pas rien. Ça permet d'avoir un business case positif dans 75% des cas. Si ce prix du carbone monte à 100 €, c'est 85%. Donc vous voyez bien que si on veut 100%, on va être autour de 170 € la tonne. Donc là, ça commence à être substantiel. Donc ça, c'est les 4 choses à faire. Doubler l'électricité, faire avancer ces technologies, les faire arriver à maturité, mettre de l'argent sur la table, et ou bien via du financement public, ou bien par du prix carbone, ou un mix des deux, réussir à faire que les acteurs économiques aient une incitation qui leur permette de faire ces investissements. Après, ça a 4 conséquences. Donc, il y a les conséquences pouvoir d'achat. Donc là, il faut aussi réactualiser. Normalement, il y a pas mal d'effets de compensation, mais il peut y avoir quand même un effet, évidemment, pouvoir d'achat. Le principal problème, c'est quand même un problème sur l'accompagnement social, parce qu'en fait, cette transition environnementale, ça représente une destruction de 6 millions d'emplois et la création de 11 millions d'emplois. Donc le net, ça fait 5 ou 6 millions d'emplois. Donc c'est créateur d'emplois, ça c'est positif, c'est créateur d'emplois. Mais moins 5 plus 11, il faut quand même gérer moins 5. Et c'est pas facile, parce que c'est pas forcément les mêmes personnes, elles sont pas forcément dans les mêmes secteurs, elles sont pas forcément dans les mêmes pays. Donc il faut avoir conscience qu'il y a un accompagnement social très très fort. L'autre élément important, c'est que pour faire de la production d'énergie décarbonée, donc pour réduire la partie qui est émettrice donc d'énergie carbonée, en fait, on a quand même beaucoup de dépendance. Parce que pour pouvoir faire des panneaux solaires, pour pouvoir faire des batteries, pour pouvoir faire des électrolyseurs, on a besoin de terres rares, on a besoin de cobalt, on a besoin d'iridium, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, ça vient quand même plutôt en partie de la Russie et de la Chine. Donc en fait, quand on parle d'indépendance énergétique, qu'on coupe des énergies fossiles, pour se dire on reprend une souveraineté énergétique, on recrée une dépendance sur un certain nombre d'autres matériaux qui se trouvent des matériaux rares et qui montent en termes de prix. Donc c'est pour ça que le sujet est compliqué. Alors peut-être pour finir, pour rester dans le temps imparti, qu'est-ce que ça change la guerre en Ukraine? Donc premièrement, tous ces investissements que je vous ai décrits, donc le 1000 milliards par an, aujourd'hui, il y a des dépenses très très importantes qui sont annoncées par les pays pour faire augmenter leur part de budget de la défense. Donc les Allemands ont annoncé 100 milliards par an pour monter le budget de la dépense à 2% du PIB. Donc l'Italie, ça va passer à 1,4% du PIB, puis à 2% du PIB. La Suède, c'est pas la Finlande, a annoncé une hausse de 40% de son budget militaire. Donc vous voyez bien, il y a quand même une partie de l'argent qu'on a encore une fois quantifié, on sait ce qu'il faut mettre pour régler le problème et ce qui va complètement aller sur ce sujet. La deuxième chose, c'est qu'à très court terme, on va augmenter la production électrique la plus polluante. Et donc là, je ne vais pas parler de l'Allemagne toujours, mais l'Allemagne a annoncé la remise en route de 15 centrales à charbon. Donc à court terme, on va dégrader le bilan carbone, on ne va pas l'améliorer. Donc ça, il faut en avoir aussi conscience. Et puis, un autre élément qui est assez peu décrit, c'est qu'on va devoir remettre des terres qui on avait peut-être prévu de reforester ou dont on avait prévu d'empêcher la déforestation, on va les remettre en culture. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'alimentation et de biofuels. Donc on voit bien à court terme beaucoup de tensions. Donc pour conclure, il y a quand même des éléments, j'espère, d'espoir. C'est que si le prix des hydrocarbures reste élevé, il rend les énergies de sources alternatives beaucoup plus rentables. Donc ça aide à faire la conversion. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a aussi pour les entreprises un intérêt très fort à faire des économies d'énergie et à investir dans la décarbonation.
C'est pour ça que nous, on voit beaucoup de nos clients qui commencent à dire, là, on y va, on décarbone, vous faites le business case, vous avez tous les leviers, et à partir du moment où on arrive à le financer, on y va. Et donc ça, on voit une grosse accélération, et je pense que Nicolas en parlera. Après, il y a une différence entre les grosses entreprises, les moyennes entreprises, les petites entreprises. Tout le monde n'est pas égal devant la capacité à investir et la compréhension des technologies, mais même si elles sont là. Comme les matières vont être aussi de plus en plus chères, de plus en plus rares, ça va booster le recyclage. Donc ça, c'est aussi un effet qui va aider. Et puis l'Union européenne, qui avait fait son plan vert européen avant la guerre en Ukraine, a annoncé un Repower Europe, Repower EU, qui est un programme très ambitieux aussi sur ces sujets. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a des vents contraires. Le chemin de crête, il va rester effectivement abrupt et étroit avec ces vents contraires. Et donc, il va falloir vraiment s'accrocher pour qu'on aille au bout du geste sur ce sujet, évidemment, d'urgence climatique. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole à Nicolas Dufour, qui est directeur général de BPI France. 5 minutes. 5 minutes. Bon, on a entendu des choses extrêmement fortes, évidemment. Ce que je peux apporter en complément, c'est plusieurs choses. Peut-être d'abord, allez, même si ce n'est pas forcément la parole institutionnelle de la banque que je dirige, mon intuition personnelle, il y a le chemin de crête français, il y a le chemin de crête européen et il y a le chemin de crête mondial. Le chemin de crête mondial, quand on entend la Chine dire qu'elle sera carbone neutre en 2060 et l'Inde en 2070, elles deux, elles font plus du tiers de la population, oui. Je pense que le 1,5 degré est pratiquement inatteignable aujourd'hui. Il y a un moment, il va falloir le dire. Donc moi, je le pense, donc j'ai envie de vous le dire. Les conséquences sont très importantes, évidemment. Hein. C'est qu'en réalité, la vraie frontière qu'on est en train d'attaquer, c'est la frontière du 2,5 degrés. Et c'est une frontière qui est beaucoup plus angoissante encore, puisqu'on sait que plus on va vers les 3,5, plus là, aucun des modèles à notre disposition n'est capable de prédire ce qui peut se produire. Non pas tellement pour la Terre, d'ailleurs, parce que la Terre, de toute façon, elle se débrouillera. Mais c'est pour nous, l'espèce. Donc, je pense que progressivement, les gens vont prendre conscience du fait qu'on est dans cette situation-là, qui est tout à fait catastrophique. Et vous allez avoir des mouvements de panique, en réalité. Hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle, dans le jargon, la transition désordonnée. Ça va tomber de partout. Des obligations nouvelles, des régulations nouvelles, des lois extrêmement dures dont les conséquences n'auront pas été pensées, hein, sur les gens, en réalité, hein, sur la relation géopolitique entre les peuples, etc. Donc on est parti pour un labyrinthe aléatoire, dangereux, hyper dangereux, qui va nous accompagner dans les 20 ans qui viennent. Le rôle de la BPI, c'est au moins de faire son job. On ne peut pas résoudre le problème de la famine dans le monde. Notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse embarquer toute l'économie française de manière à peu près organisée et ordonnée dans le sentier de la décarbonation et de la protection de la biodiversité. J'en profite pour dire que nous sommes par conséquent actionnaires de Xavier Barbaro, pour lui donner les moyens d'aligner la visio qui vous a brillamment exposée tout à l'heure. On est actionnaire de... j'ai envie de dire, une très très grosse proportion des développeurs du photovoltaïque et de l'éolien français. Hein. On fait le maximum pour leur donner les moyens de déployer. Maintenant, il vous a bien expliqué quelles étaient les difficultés, qui sont d'ailleurs pas propres à la France. Elles sont pires en France, on va le dire. Hein. Notre ami italien nous a expliqué qu'il avait des difficultés en Italie, en Allemagne c'est compliqué aussi, enfin dans tous les pays européens, de toute façon... c'est extraordinairement compliqué parce que vous avez des forces de résistance sociale et qui sont des forces démocratiques en réalité, qui font que si vous voulez faire un parc éolien en France, il faut 12 ans. Bon. Et donc, au minimum, nous, on souhaite faire et ne jamais avoir à regretter de ne pas avoir fait le maximum pour embarquer toutes les TPE, toutes les PME, toutes les ETI industrielles françaises et les grands groupes dont nous sommes actionnaires, puisque nous sommes actionnaires d'une grande partie des grands groupes français, dans la trajectoire de la décarbonation la plus rapide possible. Les grands groupes, on est à leur conseil, on est très très proche des managements, et donc on a une influence, on a un dialogue permanent, on pousse énormément. Par exemple, je suis le vice-président d'ST Microelectronics, très belle entreprise de semi-conducteurs dont parlait ce matin Bruno Le Maire. Objectif, être scope 3 neutre, bon, vous comprendrez le jargon,
à l'exception du transport maritime qui nous vient de Chine, en 2027. Donc c'est quand même très lourd. Je suis également au bord de Stellantis. Stellantis, scope 3, tout compris, neutre, en 2038. C'est prométhéen de faire ça. Hein. Donc c'est pour vous dire que on ne peut plus dire, on ne doit plus entendre, mais qu'est-ce que vous foutez rien, c'est pas vrai. Hein. Tout le monde, absolument tout le monde est à la manœuvre. En particulier, très précisément, dans les grands groupes, eux-mêmes très équipés, parce que tout ça est très cher, hein, pour pouvoir accomplir ensuite la promesse stratégique et quasiment anthropologique dont je viens de vous parler. Les PME, les ETI, c'est plus compliqué. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que de faire un porte-à-porte de masse, d'aller les voir une par une, physiquement. Ça ne va pas se faire par des slides, ça ne va pas se faire par des numéros verts, ça ne va pas se faire par des discours. Il faut aller dans la cuisine de l'entrepreneur, avec des bureaux d'études, des consultants en transition énergétique, des ingénieristes, avec des solutions frugales, relativement économiques, une par une. Voilà. Et on a commencé. Voilà. Je vous annonce que c'est parti, puisqu'on a annoncé qu'on transformait complètement BPI France en Banque du Climat il y a maintenant à peu près 3 ans. Ça a des conséquences énormes. Ça veut dire que la totalité de l'organisme BPI France est renouvelée. Tous les salariés sont passés à la fraise du climat. Tous les process, je parle autant que les autres. Non, c'est parce que j'ai des choses importantes à dire. Tous les process sont revus. Nos investissements sont passés au tamis de la transition climatique et de la biodiversité. Nos crédits aussi. On envoie des consultants partout. Donc, bref, j'ai presque envie de vous dire, sachez qu'on fait le job. Hein, et qu'on va accélérer, puisque nous avons la conviction que tout va s'emballer. Mais s'emballer, ça peut être dramatique. Hein. Ça peut avoir les mêmes conséquences que ce que j'ai pu décrire récemment dans mon livre sur la désindustrialisation française des années 2000, où on a pensé que l'intendance suivrait. Mais non, l'intendance ne suit jamais. L'intendance, il faut s'en occuper. Donc le rôle de la BPI, c'est de s'occuper de l'intendance. Voilà. Donc au moins, sachez-le. Merci. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une question ou deux? Pas de temps? Rien du tout? Elle m'a interdit, je suis désolée. On avait beaucoup d'intervenants. Bon, je vous remercie pour votre présence.